Et bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble et c'est notre page spéciale santé. Le cannabis est connu comme une drogue très en vogue chez les jeunes, mais le saviez-vous? Il contient des agents actifs qui permettent de traiter avec succès un grand nombre de maladies. Il est en effet prouvé scientifiquement que le cannabis médical est entre autres un antidouleur puissant et dans les malades en phase terminale à lutter contre des douleurs chroniques. On retrouve l'usage médical de la marijuana dans plusieurs textes égyptiens datant de plus de 3500 ans. Également, on retrouve son utilisation dans des vieux recueils chinois traitant de plantes médicinales pour combattre des maladies infectieuses et des hémorragies. Mais son usage tombe sous le coup de la prohibition à cause de ses effets euphorisants et de la dépendance qu'il engendre. En Israël, plus de 10 000 patients possèdent maintenant l'autorisation de consommer du cannabis dans le but thérapeutique. Et ce nombre a beaucoup augmenté ces dernières années et cela ne crée aucune controverse au sein du gouvernement ni parmi les rabbins les plus influents. Alors le ministre de la Santé envisage même d'organiser la distribution du cannabis par les pharmacies. Le cannabis va-t-il devenir bientôt un médicament comme les autres? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Mélisri. Bonjour, bienvenue. Vous êtes neurologue et vous, Elsa Sebag, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et puis évidemment, Joseph Emmanuel est là avec moi tout au long de cette émission. Joseph, merci de m'accompagner chaque semaine dans cette partie médicale de Midi Ensemble. Et puis évidemment, Marianne Bougrin qui est devant son ordinateur. Elle attend vos questions, vos suggestions, vos commentaires. Notre hashtag i24 Midi Ensemble est disponible pour vous. Si vous voulez tout savoir sur la prescription du cannabis, surtout, restez avec nous. Alors Sandra, quand prescription du cannabis? Alors, la prescription du cannabis est très encadrée par le ministère de la Santé. Oui. L'indication principale, c'est bien sûr la douleur chronique qui résiste au traitement médicamenteux classique. Et puis, au niveau des indications neurologiques, il y a la sclérose en plaques avec comme symptôme la spasticité, la maladie de Parkinson avec comme symptôme principal les tremblements, la douleur, les troubles du sommeil, l'épilepsie. Donc ça, ce sont les pathologies les plus appropriées finalement. C'est les indications reconnues par le ministère de la Santé. Oui. Alors, quels sont les effets indésirables, Elsa? Bon, on connaît tous l'effet euphorisant du cannabis et donc de cet effet euphorisant, il y a toutes les complications qui sont les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, qui engendrent notamment chez les patients jeunes des troubles de l'apprentissage, donc un retentissement scolaire. C'est pour ça qu'on met vraiment un point important à contre-indiquer la consommation chez les patients jeunes. On sait aussi que chez les patients jeunes, il y a un risque d'addiction qui est beaucoup plus important, alors qu'il est d'à peu près 10% dans la population générale, il s'élève jusqu'à 50% dans la population jeune, avec une altération aussi du développement cérébral, un retentissement sur le QI et bien sûr les effets respiratoires dus à la consommation du tabac parallèle. Et chez les personnes qui sont prédisposées, des états psychotiques qui soient aigus ou chroniques comme... Bon, alors donc une consommation pas sans risque quand même. Je vous propose d'ailleurs de regarder un sujet de Lise Barenbaum. Depuis 1995, Israël est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du cannabis médical. Si la loi israélienne interdit l'usage privé et récréatif de cette drogue, le gouvernement distribue aujourd'hui de la marijuana à des patients en grande souffrance, un processus extrêmement encadré et accepté par une grande majorité de la population. Si certains médecins remettent en cause cette pratique, eh bien en Israël, la souffrance du patient est le problème à régler en priorité. Gros plan sur cette pratique avant-gardiste. Regardez. Avec 11 000 patients autorisés à consommer du cannabis, Israël est le deuxième prescripteur au monde de marijuana thérapeutique. Pourtant, cette plante est classée au tableau des stupéfiants par l'ONU depuis 1961. Renouvelable tous les 3 mois après consultation, la licence tamponnée du ministère de la Santé autorise les malades à acquérir auprès d'un distributeur agréé des boutons floraux séchés de cannabis et leur interdit de consommer devant un mineur, en public, de partager ou de revendre. Un remède qui permet à certains d'apaiser leur souffrance. J'ai vu des personnes qui pouvaient à peine fonctionner et qui, après avoir consommé un peu de cannabis, se mettaient à fonctionner normalement, c'est-à-dire à pouvoir avoir des mains à peu près droites, pas du tout resserrées, pouvoir parler, par exemple, un truc très bête, pouvoir s'exprimer. Le prix fixé par le gouvernement israélien, remboursé en partie par la caisse d'assurance maladie, est le même pour tous. 370 shekels, soit environ 82 € pour le traitement mensuel, quelle que soit la quantité prescrite. Certains obtiennent 100 grammes, le maximum légal.
Il s'agit d'une industrie qui rend la vie plus facile aux patients qui ont survécu à la Shoah, ceux qui sont en phase terminale et ceux qui souffrent. Israël est un leader dans ce domaine. C'est d'abord grâce au chimiste israélien Raphaël Mechoulam, pionnier mondial de la recherche sur le sujet, que la marijuana médicale a connu son essor. C'est lui qui, en 1964, a découvert ses vertus anti-inflammatoires et qui a recommandé dès 1995 son usage médical. Israël prescrit 400 kilos de cannabis médical par an, juste derrière les États-Unis. Et bien au-delà de la situation des Pays-Bas, premier pays européen à l'autoriser en 2000, à peine 2000 patients y ont été recensés. Nous sommes à présent dans la serre de Tikkun Olam. Notre objectif est de cultiver du cannabis médical standard, réservé aux patients qui ont une autorisation du ministère de la Santé. En Israël, où détention et consommation de cannabis restent prohibées, l'État s'efforce de garder le contrôle. C'est le ministère de la Santé qui délivre au cas par cas les autorisations. Les prescriptions sont réservées aux douleurs chroniques liées à des maladies comme le sida, les cancers, la sclérose en plaques, auxquelles se sont ajoutées occasionnellement la maladie de Parkinson, l'épilepsie ou le syndrome de Tourette. Pourtant, certains médecins s'insurgent contre cet usage. Les risques, eux, sont considérables. Anxiété, dépression, déclenchement de schizophrénie, aggravation de la schizophrénie, de la folie déclarée. Après des protestations de familles, le gouvernement a accepté de créer une agence du cannabis médical qui devrait accélérer les prescriptions. Les malades en chimiothérapie et en phase finale recevront désormais les autorisations sous 48 heures. L'usage médical du cannabis est aujourd'hui accepté par 75% des Israéliens, selon un sondage publié en octobre 2014 par le quotidien Haaretz. Un long chemin, puisqu'Israël a progressivement autorisé le cannabis médical à partir de 1995. En 2002, la distribution se réduit. Le responsable de la politique du médicament, le psychiatre Yehuda Baruch, répartit les licences au compte-gouttes. Mais en 2009, un documentaire choc réalisé par Zach Klein réveille les consciences. Dès lors, le nombre de bénéficiaires explose. Une situation qui a fait des émules puisque le Chili s'est aussi mis à la culture du cannabis médical. La loi chilienne criminalise la culture domestique du cannabis. Ce changement ouvre la porte à ceux qui consomment à des fins thérapeutiques pour qu'ils puissent avoir des plantes chez eux. Et le fait de cultiver soi-même profitera à d'autres aussi. Aujourd'hui, le cannabis est même utilisé dans les maisons de retraite israéliennes. Et les Israéliens s'étonnent que des pays aussi développés que la France l'interdisent encore. Alors, je propose tout de suite de retrouver Marianne devant son ordinateur. Évidemment, il y a des questions de téléspectateurs. Marianne. Effectivement, Valérie. Alors, une téléspectatrice se demande si l'usage de cannabis peut réduire les risques de diabète. Est-ce une info ou une intox, d'après vous, Elsa? Alors, non, c'est pas une intox, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans le domaine, et que ce soit sur les animaux ou donc en préclinique, des patients qui ne sont pas encore atteints de diabète, il y a des résultats relativement positifs qui montrent que ça, effectivement, ça régularise le taux de sucre ou encore que ça diminue l'insulinorésistance. Maintenant, c'est encore des études qui ne sont pas suffisantes pour l'utiliser d'un point de vue thérapeutique. On en est bien loin. Les études ont été faites trop à court terme et sur des patients encore pas suffisamment sélectionnés pour pouvoir l'affirmer de manière claire. Une autre question peut-être, Marianne? Oui, une autre question d'une téléspectatrice qui nous dit que le cannabis est parfois aussi prescrit pour les enfants épileptiques. Alors, est-ce vrai, Sandra? Absolument, c'est vrai, dans des cas bien particuliers. C'est étonnant quand même, hein? C'est étonnant, mais dans des cas particuliers d'épilepsie réfractaire au traitement où on peut avoir des enfants qui ont jusqu'à plusieurs dizaines de crises par jour, c'est en général des enfants avec un retard mental et du développement. Alors on prescrit du cannabis où effectivement les risques sont moindres que les bénéfices attendus au niveau de la qualité de vie. Alors vous, Joseph, vous avez décidé aujourd'hui de ne pas prononcer le mot. Vous parlez de quoi, Valérie? Je ne sais pas, si je vous dis par exemple 5 consonnes et 3 voyelles, vous savez de quoi je parle? Oui, c'est une petite plante herbacée de la famille des cannabinacées, c'est ça? Celle qui aide à lutter contre les douleurs, nausées, rhumatismes et même la rage parfois. Bref, les petites maladies bénignes mais qui dérangent. Vous imagineriez-vous en train de mordre votre voisin? Et pourtant, les gouvernements autoritaires et venimeux décident pour nous de ce qui est bon et surtout de ce qui ne l'est pas. Alors, à défaut de s'aimer les uns les autres, peut-être veulent-ils qu'on ne se morde pas les uns les autres. Michel Serrault dans Albert est méchant, très très méchant, attention, un film de 2004, on a décidé autrement. Extrait. On regarde.
Habiter sur une île, ça c'est le rêve. Hein. C'est vrai, il y a ce calme. Puis toute cette verdure. Hein. Puis il y a le bon air. Hein, ça, là. C'est bien, vous avez bien travaillé. Vous avez la belle vie. C'est bien. Hein? Oh, fous-moi la peine. Et ça, c'est quoi? Mais c'est de... Ah oui, ça va être une récolte exceptionnelle en cette année. Oui, mais attendez, dites donc, c'est de la marijuana. Non, vous pourriez avoir des ennuis, parce que c'est interdit de faire pousser de la drogue. Hein. Interdit par qui? Qui peut avoir le droit de décider pour moi ce qui est bien ou mal, hein? Qui? Oui. Pas personne. Et alors là, où je les emmerde, moi? Ceux qui interdisent, c'est que je la fume pure. Ah, pure. Alors donc on l'a vu, hein, Albert cultive sur son île sa marijuana dans son coin, mais ce n'est pas toujours caché, Joseph. Certains se vantaient même d'écrire sous l'emprise du cannabis. Ah oui, absolument. Élargir le champ perspectif, hein, féconder l'imagination, faire jaillir le soi, l'autre de soi, bref, le moi caché. Alors sans lui, sans cette petite plante herbacée, cannabinacée, aurions-nous eu, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Ce sont des inflorescences femelles. Quel poète, hein, vous savez parler aux femmes. Oui, ça, c'était pas de moi. Ça, c'était pas tout à fait de moi, mais je parle sous vos contrôles, mesdames et docteurs. Ce sont les inflorescences femelles qui agirent sur le système nerveux central de Rimbaud quand il écrivit Le bateau ivre. Produire une sensation de bien-être, une euphorie, une somnolence parfois. Bref, y a-t-il une différence entre l'amour et le cannabis? Sandra? Il y a une différence. Niveau médical, l'amour est nettement mieux indiqué que le cannabis. Bon, en tous les cas, c'est tout aussi euphorisant parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes très euphorique en ce moment. Hein. Alors justement, Joseph, vous venez de parler de gouvernement venimeux, mais pourtant de nombreux pays ont déjà franchi le pas. Regardez, l'Uruguay est devenu le premier pays du monde à légaliser et autoriser la vente libre du cannabis. C'était en 2013. Aux États-Unis, certains États autorisent la prescription médicale comme la Californie. D'autres vont plus loin, comme les États de Washington et du Colorado qui légalisent et autorisent à la vente depuis 2014. Et puis en Europe, certains pays sont plus en avance que d'autres. Aux Pays-Bas, le cannabis est illégal mais autorisé à la vente sous certaines conditions. Le cannabis thérapeutique est autorisé. En Espagne, le cannabis est illégal mais décriminalisé dans les espaces privés. En République tchèque, le cannabis, pareil, est illégal mais il est aussi décriminalisé. Et la vente pour usage thérapeutique est autorisée. D'ailleurs, depuis l'instauration de la loi plus permissive, le pourcentage de jeunes consommateurs de cannabis en République tchèque a baissé, sachez-le, de 20% en 2010 à 16% en 2011. Ce sont des chiffres qui nous ont été communiqués par l'Observatoire national des drogues. Qu'en est-il de la législation en France, mesdames ? Alors la législation, je vous avouerai que je ne sais pas trop, mais en tout cas, pour ce qui est de l'usage médical, c'est vrai que la France est encore très réfractaire. Et elle a autorisé, par exemple, il y a ne serait-ce que quelques mois, un médicament sous forme de spray buccal dans le traitement de la sclérose en plaques, qui est le Sativex. C'est un des derniers pays européens à l'avoir autorisé. Donc c'est le seul qui a une autorisation de mise sur le marché. Il y a eu quelques demandes. On peut faire des demandes d'autorisation temporaire d'utilisation. Maintenant, autant ces demandes avaient un peu augmenté entre 2000 et 2003. Depuis 2003, c'est statu quo. Elles sont de plus en plus difficiles à obtenir, en tout cas, même dans les grandes indications. Mais il y a eu des manifestations ces derniers temps, Joseph, hein, pour justement la légalisation en France. Oui, on a vu des manifestations avec des t-shirts, des casquettes. Qui sont ces manifestants ? Qui portent même des chaussettes avec la feuille de chanvre. Qui sont-ils ? Eh bien, il faut écouter les slogans. Fumer un petit joint, après les cours, ça détend vraiment, entend-on. Donc c'est des jeunes. Ah oui, ça c'est sûr que ça détend un peu plus que de faire ses devoirs, on est bien d'accord. Ou alors, légalisons, luttons contre le cancer, sauvons 100 000 emplois ou encore un petit joint pour boucher le trou de la Sécu. Donc là, c'est des moins jeunes qui manifestent. Et puis on a vu aussi parmi eux la sénatrice, enfin elle n'y était pas forcément maintenant, mais souvent elle a été dans le combat, la sénatrice d'Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, qui propose une loi pour contrôler l'usage du cannabis. Alors elle estime avoir ouvert un débat, un problème de santé publique, dit-elle, pour faire de la prévention. Bref, comme à son habitude, Madame Benbassa se bat pour les très grandes causes. Elle aurait été en première ligne, effectivement, dans le combat de la peine de mort ou pour instaurer l'avortement. Et puis, aujourd'hui, c'est fumer son petit joint dans la légalité. Bref, un petit pas pour l'humanité, un grand joint... Non, un petit pas pour l'homme, pardon, et un grand joint pour l'humanité.
En tous les cas, tout en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle, certains estiment que ces produits à la base donc, de cannabis constituent parfois une alternative qui sont intéressantes pour les patients chez lesquels les médicaments classiques restent sans effet. Alors on se souvient qu'en décembre 2012, à Belfort, un homme de 40 ans atteint de myopathie et qui cultivait quelques pieds de cannabis pour son usage personnel afin de soulager sa douleur avait été condamné à une amende de 300 €. Mais les positions de la justice restent toutefois variables sur le sujet. En 2002, par exemple, la cour d'appel de Papeete en Polynésie française avait relaxé un paraplégique qui avait eu recours au cannabis pour apaiser ses douleurs. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Joseph, merci. Sandra, Elsa, c'est toujours un bonheur de vous avoir. Malheureusement, cette émission s'achève. Mais Midi Ensemble, évidemment, continue. Restez avec nous tout de suite. C'est le journal.